Salut tout le monde! Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, on a fait un petit top 10 des animaux les plus vieux. Durant mes recherches que j'ai fait pour cette vidéo, j'ai découvert un organisme qui mettait absolument tout le monde au pas. Une méduse qui est potentiellement immortelle. Du coup, on va regarder ça d'un petit peu plus près. C'est parti! Turritopsis dorni est surnommée la méduse immortelle, carrément. Cette méduse vit initialement en mer Méditerranée, donc c'est une voisine, et pour vous donner un ordre de grandeur, elle fait à peu près 1 cm de diamètre, donc c'est une toute petite méduse. Cette méduse est l'un des rares organismes connus capables d'inverser son cycle de vie, de rajeunir si vous préférez. Alors, attention, qu'elle est adulte et qu'elle a atteint sa maturité sexuelle. C'est comme si moi, je suis mature sexuellement, je suis adulte, si, et je peux revenir à l'état d'adolescent, d'enfant, voilà. Alors, quand je dis que c'est l'un des rares organismes capables de le faire, c'est qu'il y en a quelques autres, d'autres méduses notamment, comme Aurelia aurita, qui est un cas d'école. Ceux parmi vous qui sont en première année de biologie en ont entendu parler, je suppose. Sûrement. Pour comprendre ce phénomène d'inversion de cycle, nous allons parler plus généralement des cnidaires, qui est en fait l'embranchement dans lequel se trouvent notamment les méduses. Et vous allez voir que le cycle de vie des méduses est déjà assez étonnant. Eh bien oui, effectivement, quand on utilise le mot méduse, en fait, ça cache une partie de la problématique, puisque la méduse est en fait une forme du cycle de vie de l'espèce concernée, y compris pour Turritopsis dorni. Chez une bonne partie des cnidaires, on a deux formes tout au long du cycle de vie, la méduse et le polype. On va regarder un schéma, ce sera plus simple. Tout commence avec un monsieur et une madame méduse, qui sont adultes et matures sexuellement. Cela signifie qu'ils peuvent faire du sexe. Alors les méduses sont plutôt des dégueulasses, c'est-à-dire qu'elles lâchent leurs gamètes, spermatozoïdes et ovules, directement dans l'eau comme ça, en espérant que ça se rencontre. La prochaine fois que vous irez vous baigner, vous y penserez. Avec un peu de chance donc, les gamètes vont pouvoir se rencontrer et va avoir lieu la fécondation et la formation d'une larve, qu'on appelle aussi la planula. Cette larve est ciliée, c'est-à-dire qu'elle est entourée de petites tiges, des cils, qui battent en rythme pour qu'elle puisse se déplacer, un peu comme les spermatozoïdes avec leurs flagelles. Une fois que la planula a trouvé un sol qui convient à son espèce, elle s'y fixe et se métamorphose en polype, pour résumer. En prenant appui sur des sortes de racines qu'on appelle des stolons, le polype peut se cloner et former ainsi une colonie où chaque polype sera relié à ses potes polypes. Et là, ça devient assez dingue parce que ces polypes sont capables de faire de nouvelles petites méduses, qui vont donc être génétiquement identiques aux polypes. Autrement dit, les cnidaires passent par deux formes de vie totalement différentes pour se reproduire. Mais il s'agit bien du même individu, qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire que le polype produit des méduses qui sont génétiquement identiques aux polypes, puisque le polype se reproduit par reproduction asexuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mâle et une femelle qui se mélangent, quoi. Donc on a le même individu. Oui. On est bien d'accord qu'ici, la méduse sous sa forme libre peut mourir à un moment donné. Effectivement, par manque de nourriture, par vieillesse, à cause de la prédation, qu'elle ait eu le temps ou pas de se reproduire d'ailleurs. Bref, autrement dit que le cycle que nous avons vu n'est pas vraiment cyclique, à un moment la chaîne s'arrête. Et c'est là où notre méduse va rentrer en scène. Par un procédé qu'on nomme la transdifférenciation, notre méduse est capable de rajeunir. Elle a la possibilité, une fois mature sexuellement, de revenir à l'état de polype. Cela arrive lorsqu'elle subit un stress, si elle est blessée ou si elle crève totalement la dalle. Ça arrive. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est cette transdifférenciation. Nous sommes des organismes adultes et nous sommes composés de cellules spécialisées. Des cellules osseuses, musculaires, des cellules intestinales, des cellules qui ont un rôle précis. On parle notamment de lignées cellulaires, des catégories si vous préférez. C'est au cours de notre développement que des cellules indifférenciées, qui n'ont pas encore de rôle, se spécialisent pour en avoir un, bien qu'elles aient toutes le même ADN, on est bien d'accord. Alors on connaît la transdifférenciation sous deux formes. La première, c'est qu'une cellule spécialisée redevienne indifférenciée pour se spécialiser en autre chose. Mais nous, ici, on parle d'une cellule spécialisée qui peut se transformer en une autre cellule spécialisée. Et ça, seules nos petites méduses sont capables de le faire. Et on ne se rend pas compte, mais ça, c'est ouf. Voilà. Tout cela est rendu possible par des modifications dans l'expression des gènes. Souvenez-vous, dans la vidéo OGM, j'expliquais à un moment brièvement ce qu'était l'expression des gènes. C'est qu'en gros, un gène produit une protéine.
eh bien cette expression des gènes peut être activée ou désactivée, comme si chaque gène avait une sorte d'interrupteur, en gros. Eh bien, c'est ce qui va se passer. On va en éteindre certains et en allumer d'autres. Et cela va permettre de produire de nouvelles protéines, d'en retirer d'autres du circuit, et donc d'avoir la transdifférenciation, et par exemple de réactiver des gènes permettant la production du stolon, qui permettra donc d'avoir le polype et qui s'ancre au fond des mers, par exemple. Ces transformations cellulaires constituent en quelque sorte une métamorphose inversée. D'un point de vue de la méduse, concrètement, ses tentacules vont se rétracter, elle va dégénérer, si je puis dire, parce que sa taille va se réduire, un stolon va apparaître et elle va redevenir polype. Cela lui permet donc d'être potentiellement immortelle, puisqu'au moindre pépin, notre méduse redevient polype, même en cas de signe de sénescence, de vieillesse, quoi, si vous préférez. Il faut bien se rendre compte que la forme polype, fixée au fond des mers, est déjà très pratique. Elle fait de la reproduction asexuée, qui est plus rentable, si je puis dire, et permet de se multiplier facilement et rapidement. Il est même possible que des bouts de la colonie se détachent pour aller courir un petit peu plus loin et se reformer. C'est donc une forme qu'on peut qualifier de stable, déjà potentiellement immortelle de base, sauf important bouleversement dans le milieu. Et histoire de flipper, des chercheurs ont fait une publication qui s'appelle une invasion silencieuse, a silent invasion. Supposant que cette méduse immortelle pouvait du coup nous envahir progressivement et tous nous détruire jusqu'au dernier. Oui, ok, j'exagère un brin, mais toujours est-il que ces méduses aiment les voyages en bateau, dans les ballastes précisément, et que oui, elle a tendance à se répandre, mais pas forcément qu'à cause de la transdifférenciation. On est quand même en droit de se poser une question. Entre les méduses et le polype, effectivement, le génome est identique, mais est-ce que cela suffit pour dire que c'est le même individu? Parce que franchement, ils n'ont pas du tout... Enfin, ça n'a rien à voir, c'est vraiment très différent. Est-ce qu'il s'agit vraiment du même individu? Et puis même, toutes ces méduses qui sont sorties du polype, est-ce que ce sont le même individu? Une phrase qui ne veut strictement rien dire. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut parler de potentielle immortalité. Je vais vous laisser méditer là-dessus, mais vous avez 4 heures. Et toujours pour justifier le terme potentiel, il est évident que la méduse, ça ne la protège pas des prédateurs, la transdifférenciation. Non. C'est-à-dire que si elle est destinée à se faire bouffer, elle se fera bouffer. Essayez d'imaginer maintenant les incroyables possibilités qu'offre un tel processus, en médecine régénérative par exemple. Transformer une cellule en une autre cellule, c'est vraiment une avancée qui serait totalement folle. Puisque, en prenant n'importe quelle cellule de votre corps, on peut la transformer pour qu'elle devienne un autre type de cellule, et donc, éventuellement, réparer, remplacer un organe défectueux, par exemple. Jusqu'à présent, on a les greffes, et c'est bien, mais c'est quand même pas parfait. Alors, on arrive déjà un petit peu à induire la transformation de cellules spécialisées vers une autre cellule spécialisée, de faire de la transdifférenciation. Ça reste assez rare, j'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet. Je pense qu'il faut encore que ça se démocratise un petit peu, parce que ça pourrait remplacer à terme les cellules souches qui sont en fait des cellules indifférenciées à partir desquelles on veut fabriquer des tissus. Ça fait un petit peu scandale les cellules souches parce que on va choper ça sur des embryons. Du coup, la transdifférenciation, elle n'a pas ce problème-là, puisqu'on prend une cellule qui est déjà spécialisée, qui est sur nous, on peut prendre n'importe laquelle et la transformer. Alors peut-être que ce serait pas si mal de s'y intéresser. Alors oui, je sais, tout ça évoque une certaine quête de l'immortalité, on va surpeupler la planète, on va la détruire, voilà, enfin bon, avec toutes les conséquences que cela aura. Je suis d'accord, je comprends. Mais en fait ici, c'est pas vraiment la question, on s'en fout, enfin un petit peu, pas vraiment. Mais ce que je veux surtout vous transmettre, c'est que de tout temps, les hommes ont cherché à repousser l'échéance, rêvant d'immortalité. Et que finalement, ce sont des méduses de quelques millimètres que beaucoup croient simples et juste piquantes, qui défient la mort, de façon tout à fait naturelle. Voilà, on en a terminé avec notre méduse immortelle. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la droite de la page là, et Twitter, Facebook si vous voulez me faire un petit coucou. Notez que j'ai ouvert une page Tipeee, alors tout est expliqué dessus, mais je peux quand même vous dire qu'il ne s'agit pas de me faire plein d'argent, mais plutôt d'amortir les coûts que la chaîne peut engendrer, notamment au point de vue déplacement. Je remercie par avance ceux qui envisagent de faire un don. Sur ce, je vous fais un gros bisou et puis à bientôt.